Donc, voici un résumé pour faire ta feuille résumé pour la fin de l'année. Moi, c'est sûr que je te donne des trucs, mais ça ne veut pas dire que tout est bon là-dedans, mais tu pourras prendre les bouts qui t'intéressent. Premièrement, je te suggère de faire ce qu'il y a ici dans la feuille qui est là. Donc là, tu vois qu'il y a un petit peu de fluo. C'est quand même espacé, mais c'est un petit peu trop espacé. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est encore plus compact que ça. Donc, moi, tout ce que je vois là-dedans, là, ça aurait pu rentrer, là, je te dirais, là, dans ce bout de feuille-là. Donc, tu écris vraiment petit. Un exemple à ne pas suivre, c'est celui-ci. C'est de mettre toute la même couleur, de mettre des genres de nuages, là, que c'est tout croche. Puis là, tu mets un bout de la parabole ici, ensuite tu mets un autre bout de parabole là, puis là, tu mets la droite dans ce bout-ci, puis là, tu mets toutes sortes d'affaires toutes disparates. Ça, c'est à ne pas faire. Donc ça, tu prendras ce que tu voudras là-dedans, mais moi, c'est ce que je te conseille de faire. Dans la vidéo que je fais présentement, là, plusieurs des notions que je vais te montrer doivent se retrouver sur ta feuille, ça c'est certain. Mais le truc, c'est surtout ça, t'écris petit, 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 puis encore plus petit pour avoir le plus de stock possible. Mais il faut en même temps que tu te retrouves dans ce que tu vas faire. Là, il y a des choses que c'est des incontournables selon moi. Donc, le premier, c'est si tu as deux droites qui se croisent dans un plan cartésien, tu vas devoir faire y1 égale y2, c'est presque certain. Si tu as une parabole ou une droite, c'est sûr que tu vas avoir besoin de trouver la règle de la parabole et ou de la droite. Si on te parle de deux droites parallèles ou perpendiculaires, tu dois connaître qu'est-ce qu'ils ont de particulier, surtout au niveau de leur pente. Vraiment, mais vraiment important, si tu vois que deux triangles sont semblables, puis que c'est pas écrit dans le problème, tu dois le prouver avant de continuer ton problème. Puis ça, c'est par deux AA, par CAC, par CCC. Donc, c'est vraiment important. Si tu fais pas ça, tu perds quasiment la moitié de tes points. Tu dois pouvoir diviser des choses comme ceci avec la technique du crochet. Donc ça, c'est une technique. Tu te repratiques un petit peu pour te rappeler comment faire, puis à l'examen, tu le fais. Dès que tu as une expression égale à 0 avec ax2 plus bx plus c, il faut prendre moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. Il faut absolument que tu saches factoriser, parce que d'habitude, c'est pas des numéros qui sont tellement difficiles. Mais si tu ne sais pas factoriser, ben c'est sûr que tu n'as pas tes points là. Quand tu as deux inconnus dans un problème, c'est à peu près certain que tu as un système d'équations. Fait que là, tu vas devoir résoudre ce système d'équations pour continuer. Fait que ça, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes à reconnaître avec le temps. Bon. Sur ta feuille résumée, moi, je te conseille de te garder une section à faire attention à. Donc, ça ici. Ou encore une section vocabulaire. C'est toi qui l'appelleras comme tu voudras, mais cette section-là est importante, puis je te conseille de te garder peut-être un 16e, un 8e de ta feuille. Quand je dis un 16e de la feuille, là, regarde bien à quoi ça peut correspondre. Ça, ce serait un 8e, parce que c'est recto verso. Un 16e, parce que c'est cette partie-là, -là, c'est la partie qui serait là. Donc ça, ce serait un 16e. Fait que c'est une section qui est quand même importante, puis moi je la mettrais au début pour m'en rappeler. Fait que premièrement, c'est quoi l'abscisse à l'origine? Ben, l'abscisse à l'origine, c'est le y vaut combien si le x vaut combien si le y vaut 0. Puis l'ordonnée à l'origine, c'est le x égale 0, le y vaut combien? Donc ça, c'est vraiment important. Là, je m'excuse pour l'écriture, mon crayon il est mort pour écrire. Fait que là, je te donne un exemple juste en bas. Je voudrais trouver l'abscisse à l'origine de y égale 6x plus 3. Fait que je vais voir c'est quoi abscisse à l'origine. Ça veut dire y vaut 0, x vaut combien? Ben, je remplace y par 0. Puis je vais faire 6x plus 3. Et là, j'isole comme tu es habitué. Moins 3 divisé par 6 divisé par 6. Fait que je trouve que ça vaut moins 0,5. Ça, il faut absolument que tu saches ce vocabulaire-là. Et une autre chose que je mettrais dans cette partie-là, pour les systèmes d'équations,
La plupart du temps, les phrases se traduisent facilement, sauf les deux qu'il y a en dessous ici. Moi, je te dis que X, c'est le nombre de gars, Y, c'est le nombre de filles. Là, je t'ai donné un truc, moi, en classe, c'est le verbe. On voit que le nombre de filles est le triple du nombre de garçons, le verbe est au milieu. Ici, ton verbe est au début. Il y a 3 fois plus de gars que de filles. Quand ton verbe est au début, c'est lui qu'il faut faire attention. Donc, pour le traduire, le nombre de filles, c'est le premier, le nombre de gars, c'est le deuxième. Donc, comme le nombre de filles, c'était Y, on écrit Y égale le triple des garçons. Celui-là, on le traduit pareil. Dans le deuxième, il faut faire attention parce que mon verbe est au début. Fait que moi, ce que je t'ai dit, c'est que tu prends le chiffre 3 fois et il va aller s'appliquer sur le deuxième. Je te l'ai expliqué avec une table de valeurs, je te l'ai expliqué avec toutes sortes de façons. Mais là, rendu là, tu sais qu'on parle en premier des garçons, en deuxième des filles. Donc, les garçons, c'est X. Les filles, c'est Y. On met notre égal entre les deux. Et le 3 s'applique sur le deuxième. Comme il y a 3 fois plus de gars que de filles, il faut multiplier par 3 les filles pour que ce soit égal. Ça, là, c'est le plus important que tu vas probablement te tromper. Fait que mets-le sur ta feuille résumée si tu veux, puis ça va t'aider. Que veut dire le mot équivalent? C'est hyper niaiseux, là. Mais si tu le notes pas puis que tu t'en rappelles pas à l'examen, ben ça peut vraiment te coûter cher. Donc encore là, dans ta section vocabulaire, tu mets ces deux mots-là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot équivalent? Ben, premièrement, que deux figures sont équivalentes. Ça veut dire deux dimensions. Un rectangle, un carré, un triangle, un parallélogramme. Toutes les figures en deux dimensions, ça veut dire qu'elles ont la même aire. Tandis que quand on parle de figures en trois dimensions, si je te dis les deux solides suivants sont équivalents, ça veut dire que le cube a le même volume que la sphère. La pyramide a le même volume que le prisme rectangulaire. Fait que le mot équivalent, c'est surtout ce mot-là qu'il faut que tu mettes sur ta feuille résumée. Ça veut dire quoi? Ben, quand c'est en trois dimensions, ça veut dire le volume. Quand c'est en deux dimensions, ça veut dire l'air. Ça, là, ça tue si tu ne l'écris pas sur ta feuille résumée. Puis si tu t'en rappelles pas, là. Même chose à mettre sur la feuille résumée. Il ne faut pas que tu oublies ce genre de notation-là. Ça, encore là, c'est quand même assez facile quand on s'en rappelle ou qu'on le sait, mais si à l'examen tu as un blanc de mémoire, là, t'es fait. F de 8 égale 20. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là? Ben, ça veut dire que ton X vaut 8, puis que ton Y vaut 20 dans ton dessin. Si je refais la même chose avec F40 égale F60 égale 0, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. C'est que si X vaut 40, Y vaut 0. Si X vaut 60, Y vaut 0. Dans un genre de question comme ça, moi, ce que je te suggère fortement, c'est de faire un dessin. Parce que peut-être que ça va être avec une parabole, une droite, un plan cartésien ou des choses comme ça. Ben, fais le dessin de ce que tu auras de représenter ici. Puis avec ton dessin, ça va te donner des idées à faire de quoi. 30 secondes pour parler d'une erreur vraiment niaiseuse que je vois souvent. Si tu veux absolument prendre ta calculatrice pour pas faire de fraction, puis que tu veux faire 4 divisé par 3, ben c'est important, ça donne 1,3333333333333. Ça veut dire que dans tes calculs, ben tu vas utiliser 1,3333333 pour arriver à la bonne réponse à la fin. Parce que si tu prends 1,33, ben tu vas l'avoir mal pour une niaiserie. J'espère que tu as compris. Une autre chose que je suis obligé de parler dans cette vidéo-là, mais que je vois souvent, malheureusement, puis que je capote à toutes les fois, c'est quand tu as 16 égale 2A plus 20. Il y a je sais pas combien de monde qui disent que 2A plus 20, ça donne 22A. Là, je te le dis, là, ça ne donne pas ça. OK? Ça donne pas ça. Tu es dans le champ total. Tu n'as pas le droit d'additionner le 2A avec le 20, parce que c'est des termes semblables. On te l'a dit en 2, on te l'a dit en 3,
puis toi, tu es en maths SN4, puis tu fais encore cette erreur-là, ben là, la fin de l'année arrive, c'est important que tu arrêtes de faire ça. Après, on résout ça comme ça. Si tu comprends pas, paye suppose, puis regarde ce que j'ai fait. Une autre chose, maintenant on va parler de la fonction partie entière. Si tu as dans un calcul quelconque 2 crochets 8,72, ça là, tu ne fais pas 2 fois 8,72. Pourquoi? Parce que les crochets, ils veulent dire l'entier inférieur. Là, le pourquoi tu l'as dans ta face ici, là. À cette heure, on fait attention. C'est quoi l'entier inférieur à 8,72? C'est 8, donc 2 fois 8, 16. Alors, ça va te donner quoi ça? 2 fois 8,72? 16. Fait que maintenant, petit défi, 8 fois moins 2,2, ça va donner quoi? Pense-y. Ben, ça va me donner 2 fois moins 3, parce que l'entier qui est inférieur à moins 2,2, c'est moins 3, donc moins 6. Tu le mets sur ta feuille résumée. Un autre exemple qui est important, que souvent je vous oubliez, puis que ça, je capote dans les examens. Si tu as la fonction y, ben, c'est plus f de x égale moins 2, crochet 0,5, parenthèse x moins 6, parenthèse crochet plus 12. Les crochets te disent que c'est une fonction en escalier. Ça, là, c'est bien important. Fait que ne fais surtout pas le dessin de cette fonction-là. Tu pourrais réussir ce genre de problème-là. Puis là, je fais du sarcasme en passant, un peu comme dans les vidéos juste avant. Donc, je te suggère fortement, mais fortement, de faire le dessin de cette fonction-là, s'il te plaît. Une autre chose en lien avec ce que je viens de dire là, mettons que toi, là, il faudrait que tu trouves quand est-ce qu'une fonction partie entière comme ici est égale à 24. Ben moi, là, je te conseille de faire le dessin. Premièrement, si c'est un 4, ça veut dire que j'ai une hauteur de 4. Si c'est un 50, si c'est écrit 1 sur 50, la largeur vaut 50. Si c'est écrit h égale 12, puis k égale 18, tu as un point à 12, 18. Fait que là, tu fais ton dessin, puis là, toi, tu sais que A et B sont positifs, fait que notre fonction va monter, puis ça va être fermé, ouvert. C'est tout écrit dans tes feuilles résumées. Fait que là, tu fais ton dessin comme il faut, le plus que tu peux. Puis là, tu t'aperçois que quand est-ce que ça vaut 24? Ben, c'est quand x vaut 212 jusqu'à 262. Puis là, il y en a un qui est inclus, puis il y en a un qui est exclu. Fait que c'est comme ça que tu fais ce genre de problème-là. Si tu veux le faire autrement, il y a d'autres manières, mais c'est celle-là la meilleure. La deuxième manière de le faire, si tu veux, c'est de le faire avec la table de valeur. Mais encore là, c'est le même principe. Tu vas trouver ton point de départ qui est 12,8. Tu vas aller partir à 12. Tu vas aller mettre 8. Toi, tu sais que c'est une largeur de 50, donc tu vas faire des bonds de 50. Puis ensuite, tu sais que c'est fermé, ouvert, parce que ton A il est positif, puis ton B il est positif. Puis tu sais qu'elle augmente de 4. Fait que là, tu vas faire plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. Plus 50, plus 50, plus 50, plus 50, jusqu'à ce que tu trouves ta réponse qui est la même que tantôt. Fait que c'est ce genre de numéro-là, tu te fais le dessin ou la table de valeur, puis tu réponds. Mais prends-le en note sur ta feuille résumée. Là. Une autre erreur que je vois souvent, si tu cherches la règle d'une parabole, ça n'a pas rapport avec la fonction, la formule quadratique, là, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a. On va utiliser cette formule-là, là, qui est ici, juste si tu as un égal avec des x2, des x, puis des x. Donc, dès que tu as des x2 comme ça, c'est sûr que tu as besoin de cette formule-là. C'est la seule fois que tu en as besoin. C'est si je cherche le x1, puis le x2 qui est ici. Sinon, j'utilise pas ça. Fait que ça, c'est le genre d'erreur que je vois, malheureusement, puis je suis obligé de t'en parler là pour pas que tu l'oublies.
Dans la section factorisation, on a parlé de certains vocabulaires que des fois, il faut que tu connaisses aussi. C'est quoi une différence de carré? C'est quoi un trinôme carré parfait? Donc, une différence de carré, c'est quand on a deux termes et que dans les deux, il y a un moins entre les deux. Donc, il faut que tu te rappelles qu'il y en a un qui donne un A plus B, il y en a un qui donne un A moins B. Puis un trinôme carré parfait, ça le dit, c'est un trinôme qu'il est spécial. Quand on le décompose, ça nous donne deux facteurs pareils. Et il faut que tu te rappelles aussi que ça, les termes qu'on a trouvés en haut, le A plus B, le A moins B, le 5x plus 2, ça s'appelle des facteurs. Donc, ça, c'est du vocabulaire qu'il faut que tu te rappelles. Fait que quand on te parle d'un trinôme carré parfait, ben, ça veut dire que quand je le décompose, ça me donne deux facteurs pareils que je mets au carré, puis etc. Donc, c'est des choses à te rappeler. Petite parenthèse, faut que tu te rappelles comment diviser cette chose-là. 8x2 plus 14x moins 7 divisé par 4x moins 1. Pour t'en rappeler, va sur mon site web, profdemath.net, cherche un petit peu. Ça s'appelle division rationnelle. Donc, tu vas chercher le mot division rationnelle ou division d'expression rationnelle, quelque chose comme ça. Puis là, plus tard dans la vidéo, je vais peut-être donner un autre exemple, mais pour tout de suite, essaye de te rappeler comment faire. Ça, c'est pas très très dur. Tu le repratiques, t'en fais 2, 3, et c'est tout. Donc, une fois que tu as fait comme faut tes 2, 3, c'est correct, tu as fini. J'espère que je suis assez clair avec cette diapo-là. Il faut être capable de déterminer la règle d'une droite et d'une parabole sans aucune aide et sans te tromper. Quand je dis sans aucune aide, c'est même pas de feuille d'aide-mémoire. Même pas là, ce que je suis en train de te dire de faire là. Donc, la droite, c'est AX plus B. La parabole, il y en a deux. C'est AX moins H au carré plus K. A, parenthèse, X moins X1, X moins X2. Là, il y a de quoi qui est bien important. Le A de la parabole ne se calcule pas avec delta Y sur delta X. Ça aussi, je le vois souvent, là. Fait que là, c'est le genre d'erreur qui tue dans les examens. Fait que ça, si tu veux l'écrire, écris-le peut-être dans la section vocabulaire, des choses comme ça. Une autre petite affaire que j'ai pas dit, insisté beaucoup, ici, quand ton X1 vaut 4, ben dans ta formule, ça va être x moins 4. Il ne faut pas que tu oublies de changer tes signes. Si ton x2 vaut moins 8, ben ça va devenir x plus 8. Ça, c'est le genre de choses aussi qu'il y en a qui ont tendance à oublier. Si tu as des droites parallèles et des droites perpendiculaires, il y a de quoi de particulier qui se passe. C'est sûr que tu vas avoir à trouver la règle, y égale à x plus b. Mais tu vas avoir, il faut que tu te rappelles aussi que quand c'est parallèle, qu'est-ce qui se passe? Le A il est le même, le taux de variation il est le même. Puis quand c'est perpendiculaire, le A de la première droite te permet de trouver le A de la deuxième droite. Puis si le A de la première est 2 tiers, ben le A de la deuxième va être moins 3 demi. Tu changes le signe puis tu inverses ta fraction. C'est important que tu t'en rappelles. Un petit 30 secondes sur les propriétés des fonctions. Il faut que tu te rappelles c'est quoi ça veut dire domaine, codomaine, abscisse à l'origine, ordonnée à l'origine, étude de signes, ça veut dire quand est-ce c'est positif, quand est-ce c'est négatif, la variation, c'est du croissant, décroissant constant, les extrémums, les maximums ou les minimums, et il faut que tu saches comment qu'on donne ces réponses-là. Quand je dis on donne les réponses avec les X, ça veut dire que tu vas faire un intervalle, comme ceci. Puis là, tu vas mettre des valeurs. Mettons 12,14. Tu vas mettre, si je veux l'abscisse à l'origine, ben, tu vas mettre un couple, 8, 0. Donc, c'est ça qu'on veut dire par, on donne la réponse avec. Ça, quand tu en vas passer dans tes exercices, ben, faut que tu le saches. Ça, là, même là, le mettre tout à fait résumé, j'ai un peu de misère. C'est pas mal du par cœur. Donc, on va se faire une petite flèche de Cupidon pour le retenir. La fonction partie entière, selon moi, ça prend 1/16e de ta feuille maximum. Ce qui est vraiment important, c'est d'être capable de la tracer. Tantôt, j'ai parlé d'en haut comment on calcule ça. Donc, pour la tracer, ce qui est important de te rappeler, c'est que
quand ton A est positif, ton B est positif, qu'est-ce qui se passe? Quand ton A est négatif, quand ton B est négatif, qu'est-ce qui se passe? Etc., etc. Puis ici, tu vas aller trouver tes informations importantes avec ton A, ton B, ton H et ton K. Fais tes exercices. Si tu t'en rappelles pas, tu peux toujours aller revoir ta feuille résumée de ce qu'on a travaillé en classe et tout ça. Donc là, tu as ton exemple qui est ici. A vaut 3, ben ma hauteur c'est 3. B vaut moins 1 cinquième, ben ma largeur c'est 5. Mon point plein c'est moins 10, 6 parce que HK vaut moins 10, 6. Et vu que le A et le B sont positif, négatif, ben je sais que ma fonction va descendre et donner des points ouverts, points fermés. Ça, il faut être capable de la tracer les yeux fermés quasiment, parce que ça va te permettre de répondre plus facilement à ce genre de problème-là. L'inverse est tout aussi important, mais quand tu as compris le premier, tu as compris le deuxième. Moi, si je veux trouver la règle d'une fonction partie entière, ben, je vais regarder premièrement quels sont les signes de A et de B en analysant le dessin. Quelle est la hauteur en analysant le dessin, quel est le B en analysant le dessin, puis quel est le HK en analysant le dessin tout le temps. Donc là, j'ai mon exemple d'en bas ici. Puis il faut que tu comprennes qu'il y a plusieurs réponses qui sont différentes. Parce que toi, ça dépend du HK que tu vas prendre. Donc, dépendamment du HK que tu prends, ce qui est important, c'est que le HK, c'est toujours un des points pleins. Donc, tu as le droit de prendre n'importe quel qui est là. Mais ta hauteur est toujours la même, ta largeur est toujours la même, donc ton A et ton B ne changeront pas. Là, vu que j'avais une fonction qui était croissante et ouvert-fermé, je pouvais dire que le A et le B étaient négatifs. Fait que ça, c'est où que j'ai pris cette information-là? Ben, c'est dans le petit tableau qui est juste ici. Donc là, ça, c'est des choses que j'ai déjà dit en classe aussi, qu'il faut que tu te rappelles, puis que tu les mettes sur ta feuille résumée si tu as besoin. Le gros morceau, c'est la fonction quadratique ou la fonction du second degré. Ça, là, tu te réserves un quart de page facile, ben, un quart de toute ta feuille résumée pour le faire. Fait que quand je parle d'un quart, là, ça veut dire que je prendrais, moi, quasiment cette partie-là au complet. Si tu trouves que c'est trop et que tu as trop peur de manquer d'espace, ok, mais coupe là, mettons, comme ceci maximum. Fait que là, tu écris très petit, mais tu mets les informations qui sont importantes. Là, tu vas voir qu'il y a des choses que je vais répéter souvent. Ce qui est important, c'est la forme générale. Est-ce que tu es capable de passer de la forme canonique, de la forme factorisée à la forme générale, de la forme canonique à la forme générale? Ça l'écrit. Il faut que tu sois habile à multiplier les expressions ensemble. Deuxième chose qui est importante, que je vais reparler un petit peu plus loin, quand on a la forme générale, ben on est capable de trouver, on est capable de savoir que H, le sommet, vaut moins B sur 2A, puis que pour trouver le K, on fait F de H. Puis quand on a la forme factorisée, ben pour trouver le sommet, on fait les deux zéros, on les additionne, on divise par 2, puis on prend notre réponse pour trouver la valeur du K. Tous ceux qui l'ont bien compris dans l'année, ce que je dis là, c'est pas du chinois. Ben, les autres, il faut pratiquer puis s'en rappeler. Vraiment important aussi, le A est toujours le même, peu importe la forme qu'on a. Donc là, ce que je viens de dire là, je l'ai fait vite, mais je vais en reparler dans les prochaines diapos. Tantôt, j'ai parlé d'être capable de passer de la forme factorisée à la forme générale et de la forme canonique à la forme générale. Ceux qui ont dit, mais de quoi qu'il parle là, lui? Je comprends absolument rien. Ben moi, c'est, mettons que j'ai ça à résoudre. 8 est égal à moins 1, parenthèse, x moins 1 fois x moins plus 5. Ben, il faut que tu fasses ton x moins 1 fois x plus 5 comme en secondaire 3. Ensuite, tu fais moins 1 fois tout ça. Et j'arrive avec cette forme-ci. Pour la forme canonique, même chose. Qu'est-ce que ça veut dire x moins 2 au carré? Ben, ça veut dire x plus 2 au carré. Ça veut dire x plus 2 fois x plus 2. Je fais mes petites flèches comme en secondaire 3. Ensuite, je fais fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Puis j'additionne mon plus 9 et ça me donne la même réponse qui est là. Quand on a ça, puis qu'on cherche 8 est égal à moins x2 plus 4x plus 5, ben on s'organise pour avoir notre équation égale à 0. Et ensuite, on utilise la formule moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a
pour trouver les deux réponses s'il y en a deux. Là, il faut que tu te rappelles que ça se peut qu'il n'y ait pas deux, là. Mais quand il y en a deux, c'est ça qu'on fait. Le restant de la feuille, moi, je ne le mettrai pas sur ma feuille résumée, mais c'est toi qui décideras. Fait que là, ça, c'est un exemple de comment on fait les calculs déjà. Si tu pratiques bien, tu n'as pas besoin de mettre ça sur ta feuille. Ce qui est important, c'est ici. Comment je fais pour passer de ces deux formes-là à l'autre? Ben, je développe ma forme, puis il faut que tu sois très habile avec ça. Hyper important d'être capable de trouver la règle d'une parabole. Là, il y a deux formes. Donc, moi, je te rappelle, il y a la forme canonique et il y a la forme factorisée. Donc, ça, c'est les deux formes possibles. Là, ça, on l'a pratiqué beaucoup en classe. Il faut que tu te rappelles comment faire. La seule chose que je te rappelle, il faut remplacer le Y, le X, le H, le K. On trouve le A. Ici, on remplace le Y, les deux X, le X1, le X2, puis on trouve la valeur du A. Donc là, c'est à toi de le pratiquer comme il faut dans les exercices, puis ça devrait être correct. Encore là, ça c'est de quoi que moi, je devrais même pas voir sa feuille résumée. C'est dû par cœur, parce que si tu fais bien ta révision puis ton travail, tu le sais par cœur. Je reviens un petit peu avec ce que j'ai dit tantôt. Donc là, j'ai mes trois règles qui sont ici, générale, canonique, factorisée. Et j'ai parlé un petit peu tantôt que le sommet, comment qu'on pouvait le trouver? Ben, quand on a la forme générale, on fait h est égal à moins b sur 2a. Quand on a la factorisée, on fait x1 plus x2 divisé par 2. Ça, ces deux choses-là, c'est quand même assez important parce que c'est pas rare qu'on a besoin de le savoir ou de le trouver. Tu as un axe de symétrie qui est à x égale h. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que tu as une parabole, on peut toujours comme la plier en deux, la couper en deux ici. Puis c'est toujours par rapport à ton sommet. Si le A est positif, est orienté vers le haut. Si le A est négatif, est orienté vers le bas. Fait que là, ça, c'est important. Une autre petite affaire que j'ai mentionnée tantôt, il se peut que quand tu fais moins b plus ou moins racine de b2 moins 4, moins b plus ou moins racine de b2 moins 4ac sur 2a, qu'il n'y ait aucune solution, une seule solution ou deux solutions. Ça dépend de tes exercices. Quand tu vas les faire, il faut que tu vois tous ces cas-là. La trigonométrie, un 16e de page maximum. Ce qu'il faut que tu te rappelles là-dedans, c'est que quand on a des triangles rectangles, ben on utilise le SOHCAHTOA, le truc que je t'ai donné. Là, il y a des profs qui n'aiment pas ça quand on parle de ce truc-là. Ben on parle de sinus, cosinus, tangente. Qu'est-ce que ça veut dire sinus? Côté opposé sur hypoténuse. Cosinus. Ça, c'est tes exercices. Là. Si tu n'as pas fait, c'est plus dur. Si tu en as fait quelques-uns, c'est correct. Deux autres formules à mettre sur ta feuille résumée, la loi des sinus et la loi des cosinus. Quand est-ce qu'on utilise la loi des sines? Quand on connaît le côté opposé et l'angle opposé. Quand est-ce qu'on utilise la loi des cosinus? Quand on ne connaît pas le côté opposé ou l'angle opposé. Très important, quand un triangle avec un angle obtus, il faut pas que tu oublies de faire 180 moins la mesure de l'angle que tu as trouvé. Fait que ça, tu le mets sur ta feuille résumée pour ne pas l'oublier parce que c'est un cas particulier. Puis, dernière chose à mettre dans ces petits encadrés-là, comment qu'on fait pour calculer l'aire des triangles? C'est trois formules qui sont très pratiques. Que quand tu les as pas, tu vas peut-être pédaler un peu plus. Tu vas être capable de le faire, mais tu vas pédaler pour rien. C'est que l'aire d'un triangle, ça peut être base fois hauteur divisé par 2. Ou côté 1 fois côté 2 fois sine de l'angle divisé par 2. Et la fameuse formule de Héron, que moi je t'ai dit que P veut dire périmètre. Donc tu fais ton périmètre divisé par 2. Puis tu mets tes chiffres dans ta formule pour trouver ton aire de ton triangle. Ça, c'est des formules. Formule, ça veut dire que tu remplaces et tu calcules. Fait que là, il n'y a rien de dur là-dedans. Mais il faut que tu aies tes formules décrites sur ta feuille résumée. Oublie pas les touches sin-1, cos-1, tan-1. Quand est-ce qu'on se sert de ça? C'est quand on cherche la mesure d'un angle. Donc ça, c'est important.
Oublie pas que ta calculatrice doit être en degrés tout le temps. Ça, on va te le rappeler avant l'examen, mais juste pour être sûr de ne pas l'oublier. Donc, tout le long de l'examen, il faut qu'elle soit en degrés. La formule cosinus, je sais qu'il y en a qui avaient de la misère à trouver la mesure d'un angle quand on connaissait le A, le B, le C, puis que là, on cherchait la mesure de l'angle A. Donc là, c'est qu'on va remplacer tous nos côtés, toutes nos mesures dans notre formule. Fait que là, on arrive que 25 au carré est égal à 12 au carré plus 18, tout ça. Fait que étape 1, on va faire 25 au carré, 12 au carré, 18 au carré, 2 fois 12 fois 18. Ça me donne ceci. Hyper important, on va faire moins 144, moins 324. Pourquoi donc on n'a pas le droit d'additionner ces trois-là ensemble? Ben pour la même raison que le début de la capsule qui disait que 2A plus 20, ça donne pas 22A. Tu as un inconnu ici. Fait que tu n'as pas le droit de les mettre ensemble. Fait que là, prends-le en note tout à fait résumé si tu es sûr de faire cette erreur-là. Puis c'est important de ne pas faire ce genre de niaiserie-là que j'appelle, qui me fait virer fou quand je corrige vos copies, parce que je le sais que vous le savez, mais vous faites toujours le même genre d'erreur. Fait que là, on va faire moins 144, moins 324. Ensuite, on divise par moins 432. Puis là, ça nous donne moins 0,3634 égale cosinus A. On va faire cos moins 1 pour trouver la mesure de notre angle qui est de 111,31. Ça, prends-le en note tout à fait résumé si tu veux. Mets-toi une étoile, fais quelque chose. 30 secondes pour mettre ça sur ta feuille résumée. Ben, pas 30 secondes pour toi, mais pour moi. Les théorèmes de la hauteur des cathètes du Canadien, ben, dans les examens, si tu utilises ça, moi, ça me prend absolument les mots, pourquoi, quel que tu as utilisé, et la formule en dessous que tu as pris. Puis dans ta figure, ben, tu identifies A, B, C, H, C1, C2. Quand est-ce qu'on utilise ça? Quand on a deux angles droits et des triangles rectangles. C'est important, sinon ça ne marche pas. La droite, on a passé un bout de temps cette année là-dessus. Ce qui est important, c'est que tu as la forme canonique, y égale à x plus b, qui est la même forme que la secondaire 3. Donc, on trouve le a en faisant delta y sur delta x, on trouve le b, tout ça. La forme générale, quand tu as la forme générale, tu l'isoles pour avoir y égale à x plus b parce que ça travaille mieux, à mon avis, quand on a ça. La forme symétrique, que certains ont de la difficulté avec, ben pour ça, tu fais le dessin, puis avec ça, tu vas trouver le A puis le B de ton taux de variation et de ta valeur initiale. Je te donne un exemple dans la diapo suivante. Fait que, quand j'ai la forme générale, 8x plus 4y moins 12 égale à 0, je vais faire moins 8x plus 12, puis je vais diviser par 4 après pour trouver la forme canonique. Puis ensuite, je vais travailler mes affaires comme d'habitude en faisant y1 égale y2 ou les droites parallèles, perpendiculaires et tout ça. Quand on a la forme canonique AX sur A plus Y sur B, ce qui est à retenir, c'est que le A veut dire l'abscisse à l'origine, le B veut dire l'ordonnée à l'origine. T'as pas d'idée de quoi je parle? Ben, recommence la vidéo du début. Fait qu'un exemple de ça, moi j'ai moins x sur moins 3, y sur moins 6 égale à 1. Je vais mettre mon moins 3, je vais mettre mon moins 6. Avec ça, je suis capable de trouver la pente en faisant delta y sur delta x et la valeur de l'ordonnée à l'origine, moins 6. J'ai trouvé mon équation. Droite parallèle, droite perpendiculaire, on en a parlé beaucoup. Tu le mets sur ta feuille résumée. Quand est-ce que deux droites sont parallèles? Les deux taux de variation sont les mêmes. Quand est-ce que des droites sont perpendiculaires? Ben, moi, je t'ai donné trois exemples ici. S'il y en a une qui vaut moins 3 quarts, l'autre vaut 4 tiers. S'il y en a une qui vaut 8, l'autre vaut moins 1 huitième. S'il y en a une qui vaut 0,1, l'autre vaut moins 10. Fait que ça, c'est pas mal rendu d'habitude assez par cœur, mais c'est à toi de le savoir. La prochaine diapo, selon moi, tu n'es pas obligé d'écrire tout ça sur ta feuille résumée, mais ça dépend.
Ça, c'est des exemples de problèmes, c'est droite parallèle et perpendiculaire. Selon moi, cela est facile. Mais là, ça dépend des personnes. OK? C'est sûr que des fois, pour un prof, c'est plus facile, mais pour vous autres, plus ou moins. Étape 1, on trouve toujours la forme canonique de notre équation, y égale ax plus b. Si je veux une droite parallèle, ben, je vais trouver, je sais que le A1 égale le A2. Ensuite, je trouve le B avec la même méthode que secondaire 3. Et c'est là que je dis que c'est facile. Ce bout-là, là, si tu as de la misère à faire ça, je te le dis, travaille plus fort avant la fin de l'année pour être prêt. Puis, l'équation de la droite, on la trouve. Fait que là, je ne l'ai pas toute lu parce que c'est ton exemple, on en a fait en masse. Si je veux la droite perpendiculaire à cette chose-là, à la droite qui est x sur moins 1 plus y sur moins 8 égale à 1, moi j'ai expliqué dans la diapo d'avant qu'avec le dessin de tout ça, je vais trouver que l'équation canonique est moins 2 tiers de x, moins 8. Vu que je veux la perpendiculaire, le A de la deuxième va être 3 demi. Je remplace le A, je remplace le X, je remplace le Y pour trouver la valeur du B. Et j'ai trouvé mon équation. Fait que c'est ça. On a fait beaucoup d'exercices. Tu vas en faire d'autres. Ben, c'est à toi d'être habile avec ça. Très sérieux avec cette diapo-là. Distance entre 2 points. Une seule ligne sur ta feuille résumée. La formule, c'est x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré. Ou delta x au carré, delta y au carré. Puis, si tu veux aussi, quand tu es dans un plan cartésien, tu peux utiliser la relation de Pythagore pour le faire. Là, il y a des profs qui vont peut-être donner cette vidéo-là à leurs élèves, puis dire « Hey, aussi que tu as pris cette formule-là », ben vous direz que c'est le méchant Pomerleau qui vous l'a donné. Une autre chose que ça, je sais pas pourquoi je le mets là, mais en tout cas, rappel de secondaire 3 est très important. Si tu dois mettre ceci sur ta feuille résumée, tu n'es pas assez près selon moi. Comment trouver la règle d'une forme canonique y égale à x plus b? Puis je trouve ma pente, je trouve l'ordonnée à l'origine et je donne mon équation. Ça, je l'écris là. Prends une pause pour l'écrire sur ta feuille résumée si tu as besoin, mais questionne-toi beaucoup si tu as besoin de l'écrire sur ta feuille résumée. Les fameux énoncés géométriques pour les preuves. Là, je le sais qu'il y en a un char et une barge, ok? Mais il y en a là-dedans qu'on a utilisé plusieurs fois, donc que tu sais par cœur. Puis selon moi, il y en a quelques-uns là-dedans que tu n'as pas besoin d'écrire, dont les 8 premiers. Dans un carré, ou un losange, ou un parallélogramme, ou un rectangle, les côtés opposés sont parallèles. Dans un carré, ou losange, ou rectangle, ou parallélogramme, les angles opposés sont isométriques. Ça en est que je pense que tu n'as pas de besoin. Le 9 peut-être. Dans le 1 puis le 2 ici, ils sont des angles supplémentaires. La relation de Pythagore, je ne pense pas que tu as besoin d'écrire ça. La somme des angles d'un triangle est 180 non plus. Angle correspondant, alterne interne, alterne externe, opposé par le sommet. Si tu as besoin d'écrire ça, ben vas-y, mais moi je pense que j'aurais peur pour toi à l'examen. Des angles adjacents qui donnent 180 degrés, on appelle ça deux angles adjacents supplémentaires. Des angles adjacents dont les côtés extérieurs sont perpendiculaires sont complémentaires. Ça aussi, mets-le sur ta feuille résumée si tu n'es pas assez sûr de ta shot. Quelques énoncés des fois qu'on pourrait avoir de besoin. Si tu utilises le fait que c'est un triangle isocèle, ben tu dois me dire, dans un triangle isocèle, je sais que les angles sont... Ben, tu me dis dans un triangle isocèle. Parce que d'un triangle isocèle, ça veut dire que les angles sont pareils. Tu as deux angles pareils puis deux côtés pareils. Donc, explique toujours d'où ça vient tes choses. Un théorème, peut-être que tu pourrais avoir besoin. Moi, je l'appelle le théorème de l'angle de 30 degrés. C'est que dans un triangle rectangle, si on sait qu'il y a un angle de 30 degrés, ben, le côté opposé à l'angle de 30 vaut la moitié de l'hypoténuse. Donc ça, c'en est un qu'on peut se servir quand on le voit. Une médiane, bisectrice, médiatrice, hauteur, il faut se rappeler c'est quoi ça veut dire. Donc tu peux prendre les définitions ici en note. Une médiane, ça coupe le milieu opposé en deux. Une bisectrice, ça coupe un angle en deux. Une médiatrice, ça coupe un segment en deux et c'est perpendiculaire. Une hauteur, c'est à 90 degrés. Des choses comme ça à retenir.
Cette année, on a utilisé un petit peu ces phrases-là. C'est que si je te dis que dans un triangle, je sais que c'est un triangle isocèle, je sais que j'ai une hauteur. Ben, automatiquement, là, quand je parle de hauteur, là, c'est la hauteur qui part de... Attends un petit peu, moi te le dessiner là, pour pas que tu te trompes. Là. Ceci est mon triangle isocèle. Je te dis que la ligne bleue est une hauteur. Ben là, c'est que tu peux dire que la hauteur du triangle isocèle est aussi une médiatrice. Ça veut dire que tu es capable de déduire que ça, c'est égal à ça de chaque bord. Donc ça, c'est important de bien comprendre ce bout-là. Excuse-moi le dessin, là, ça va pas bien. Et des phrases hyper importantes à mettre sur ta feuille résumée. Lorsque tu utilises une donnée connue, on appelle ça par hypothèse. Lorsque tu utilises une donnée connue et une affirmation que tu as utilisée avant, tu dis par hypothèse et la troisième affirmation, mettons. Lorsque tu montres que des côtés sont proportionnels dans des triangles semblables, tu écris les mesures des côtés homologues sont proportionnelles. Ça, dans les exercices, je t'en ai donné en masse. Refais-les. Lorsque tu utilises le fait que les triangles sont isométriques, tu vas pouvoir dire « Moi, je sais que la mesure du côté AB mesure 5 parce que dans les triangles isométriques, les côtés homologues sont isométriques. » Là, tu vas pouvoir dire l'angle B vaut 42 degrés parce que dans les triangles isométriques, les angles homologues sont isométriques. Même chose dans les triangles semblables. Avant d'utiliser ces deux phrases-là, il faut que tu montres que les triangles sont semblables. Donc, tu as tout le temps 2-3 étapes à faire avant d'arriver avec ces deux phrases-là. Fait que là, fais les exercices en classe comme il faut, puis tu vas savoir de quoi je parle. Encore là, de quoi que je considère que tu dois savoir par cœur, mais si tu as besoin, mets tes formules d'air et périmètre de chaque figure qui est là. Idem pour ceci. Tu peux mettre la formule du parallélogramme, du losange, du trapèze, des polygones réguliers. Moi, je passe pas plus de temps là-dessus, mais laisse si tu veux. Comme ça, tu es sûr de ne pas les oublier. Pareil pour les formules d'air et volume des solides. Nous, ce qui est important surtout, c'est le volume, parce que qu'est-ce qui se passe avec le volume? C'est qu'on sait que le volume va être le même quand les solides sont équivalents. Donc, le volume de ton prisme, de tes prismes et de tes cylindres, c'est l'aire de la base fois la hauteur. Les pyramides et les cônes, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Puis de la sphère, c'est 4 pi R3 divisé par 3. Donc, mets ces formules-là quelque part. Il faut être capable de les manipuler sans virer fou. La factorisation, c'est une recette. Là, même si tu dis « Hey, je m'en rappelle pas », c'est une recette. Donc, tu appliques ce qu'il y a décrit là, tranquillement. Il faut toujours que tu fasses une mise en évidence simple en premier si c'est faisable. T'as-tu 4 termes, 2 termes, 3 termes, puis ensuite tu fais tes choses. Ça, il n'y a pas de magie, il faut que tu refasses quelques-uns. Fait que là, mise en évidence simple, c'est quand on a un facteur qui est commun aux 3 en même temps, il faut absolument que tu le sortes. Une mise en évidence double, c'est quand tu as 4 termes. Puis là, on s'aperçoit que 10xy moins 8x, ils ont 2x en commun. 15y moins 12, ils ont 3 en commun. Tu les sors. Puis là, tu t'aperçois que ça te donne 2x plus 3, 5x moins 4. La différence de carré, il faut la reconnaître. Tu as deux termes. Tu as un moins entre les deux. Le 16x2, c'est un carré. Le 25, c'est un carré. Fait qu'il y en a un pôle plus, un moins. Le carré parfait, il est facultatif. J'en ai parlé un peu au début. C'est que là, tu pourrais faire somme produit, mais tu vas t'apercevoir que ça va te donner 4x moins 5 fois 4x moins 5. Donc, 4x moins 5 au carré, mais ça, c'est facultatif. Si tu as un trinôme, ça veut dire ax2 plus bx plus c ou x2 plus bx plus c. Si tu as celui-là, tu vas faire ta somme de moins 9, ton produit de 20,
Là, tu vas trouver que c'est moins 4 et 5. Puis vu que c'est un 1 en avant ici, ben, tu le factorises directement. Tu n'as même pas à faire de quoi de plus long. Ça va te donner x-4, x-5. Tu as terminé. Ça, c'est bon seulement si tu as un 1 en avant. Si tu n'as pas de 1 en avant, tu vas avoir la forme ax2 plus bx plus c. Fait que là, on fait une somme de 7, un produit de moins 120 parce que c'est 6 fois moins 20. On trouve que c'est 15 et moins 8. On remplace le chiffre du milieu qui est 7x par 15x moins 8x et on fait la double mise en évidence qu'on a parlé tantôt. Ça, on le pratique quelques fois puis ça va bien. Puis rappelle-toi que x au carré plus 16, puis que x2 plus 2x plus 16, ça se peut que ça ne se factorise pas. Mais quand tu ne trouves pas de somme produit qui fonctionne, tu as terminé ton travail, ça ne se factorise pas. Donc, prends ta feuille résumée que j'ai donnée en classe, remets ces recettes-là sur ta feuille pour être sûr d'être correct. En résumé, quand tu as un numéro de factorisation, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une mise en évidence simple si tu es capable. As-tu deux termes? Oui. Sais-tu une différence de carré? Oui, tu factorises. Non, tu as fini. Trois termes. Si tu as x2 plus bx plus c, tu fais somme de b, produit de c, tu factorises directement. Si tu as ax2 plus bx plus c, tu fais une somme de b, un produit de ac, tu fais ta double mise en évidence après. Puis si tu as quatre termes, tu fais une double mise en évidence. Ça, c'est un résumé de ce que je viens de dire. Les fractions rationnelles, ça, en passant, ça se résume pas bien bien. Tu as beau le mettre sur ta feuille résumée, ça ne dérange pas bien bien. Ce qu'il faut que tu te rappelles, c'est quand on fait des fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a des divisés, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a des plus, des moins, qu'est-ce qu'il faut faire? Fois divisé, on factorise, on simplifie, puis on donne la réponse. Quand c'est un divisé, moi je t'avais donné le truc, parce que là c'est un truc qu'on multiplie par l'inverse. Donc on prend le premier puis le deuxième, puis on les switch de bord. Il y a des profs qui vont pas aimer ça que je dise ça de même, mais c'est pas grave. Ensuite, quand c'est une addition puis une soustraction, on trouve un dénominateur commun, on les additionne ensemble, et si possible, on refactorise. Les restrictions, j'en parle pas ici, j'en parlerai à un autre moment donné. J'avais parlé de la division d'expressions rationnelles. Ce qui est important de ça, c'est une technique. Ça veut dire, tu le fais, tu te trompes pas, puis tu es correct. Ce genre de numéro demande de la pratique et c'est tout. Fait que là, toi, tu regardes ton 8x2, ça se divise-tu par 2x? Oui, ça me donne 4x. On vient écrire 4x. 4 fois 2, 8x2. 4 fois 3, 12x. C'est là que c'est important que tu te rappelles ce qu'on faisait au début de l'année. On venait faire un moins. On change le signe du 12 pour un moins. Puis ça me donne moins 18x. Moins 15. Je recommence. Moins 18x divisé par 2x, ça donne moins 9. Moins 9 fois ça, ça donne moins 18x, moins 27. Je viens changer mon signe pour un plus, et pour un plus ici, parce que je vais soustraire ces deux expressions-là. Ça me donne 12. Donc, j'ai un reste 12, mais ce n'est pas vraiment un reste 12. Ça va être 12 sur 2x plus 3. Donc, c'est une technique de te rappeler comment faire. Dernière diapo, ça ne veut pas dire la dernière chose à mettre sur ta feuille résumée, mais c'est la dernière diapo. La corrélation linéaire, il faut que tu te rappelles comment calculer le coefficient de corrélation. On a notre nuage de points. On fait notre petit rectangle le plus collé possible à nos points. On mesure la largeur, la longueur et on fait le calcul suivant. Rappelle-toi que si ton nuage de points descend et décroissant, ta réponse va être moins. Puis si ton nuage de points il monte, ça va être un plus. Puis que si tu as un tableau à double entrée, un genre de tableau comme ceci,
avec des chiffres à l'intérieur, puis que là, tu encercles. Quand tu encercles tes données, que ça te donne une genre de diagonale de même, ben là, on va dire que c'est négatif quand c'est dans ce sens-là, et que si ton tableau il est comme ceci, puis que ta diagonale est comme cela, ben là, on va dire que c'est positif la corrélation. Et plus ton rond là, est grand, plus c'est faible, plus il est petit, plus c'est fort. Donc ça, c'est dans les exercices, on en a fait quelques-uns. Rappelle-toi de ça.